Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C dans lequel on va parler de l'allocation mémoire dynamique. Alors dit comme ça peut paraître assez complexe, mais vous allez voir que c'est rien de bien compliqué au final. Allouer dynamiquement de la mémoire, c'est simplement dire à un certain moment de notre programme que l'on va vouloir réserver de la mémoire de notre ordinateur. Plus concrètement, on a créé jusqu'à présent des tableaux de taille fixe, c'est-à-dire qu'on donnait une taille fixe, une taille précise de tableau quand on écrivait notre code, et on ne pouvait plus ensuite faire évoluer cette taille au cours de l'exécution du programme. Et bien l'allocation de mémoire dynamique, ça va par exemple nous permettre de créer des tableaux dynamiques dont la taille du coup pourrait être définie à la volée, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'une taille fixée et précise en avance, en amont de l'exécution du programme, et c'est une des choses que nous permet justement l'allocation de mémoire dynamique, et c'est précisément ce que l'on va voir dans ce tuto, puisque l'exemple des tableaux est, je trouve, l'exemple le plus parlant pour présenter justement l'allocation mémoire dynamique. Alors j'insiste vraiment là-dessus, si vous n'avez pas encore de notion, que vous n'êtes pas très à l'aise avec les pointeurs, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos dans lesquelles j'explique justement les pointeurs en C. Ici on va donc partir du principe que vous connaissez les pointeurs et on va tout de suite commencer par créer un pointeur sur un entier en appelant ça par exemple int étoile et A, qui sera A, ou plutôt PA pour dire un pointeur sur A. À ce stade ici, eh bien, ce pointeur ne pointe sur rien du tout, on ne lui a pas donné de valeur, et on pourrait dire par exemple égal nul, ce qui veut dire qu'on pointe sur une adresse nulle, c'est-à-dire qu'on ne pointe sur rien du tout. C'est vraiment pour bien montrer qu'on ne pointe pas sur quelque chose. Bon, jusque-là, c'est pas très intéressant, on va aller un petit peu plus loin, et on va afficher printf adresse de PA %P pour afficher l'adresse de PA, et on va revenir à la ligne, et puis on va afficher tout simplement la valeur à l'adresse pointée par PA, comme ceci, qui est un entier, du coup, vu que PA pointe sur un entier, et on va afficher de cette façon, voilà, \n, on va afficher PA, alors je vais plutôt le faire en deux lignes, ce sera un petit peu plus joli, un petit peu plus ergonomique à lire. On va afficher ici donc PA, qui est l'adresse de PA, et dans un autre printf, on va afficher la valeur, donc étoile PA, comme ceci, pour afficher la valeur à l'adresse PA. Alors bien sûr, je vais compiler et exécuter le programme. On va venir faire gcc programme.c, comme ceci, -o, et on va appeler ça prog. Si je fais /prog, de cette façon, il va me dire adresse de PA nil, ce qui veut dire ici c'est la valeur nulle, on ne pointe sur rien du tout, et segmentation fault, tout simplement puisqu'on n'a ici pas accès à l'adresse qui est pointée par PA, ce qui est logique puisque l'adresse ici est nulle. Du coup, on pourrait se demander comment on peut justement utiliser ce pointeur PA sans utiliser une variable d'entier, c'est-à-dire sans créer un entier, par exemple int a qui vaut 10, et dire que PA vaut l'adresse de A. Donc ça, c'est vraiment des pointeurs avec une utilisation élémentaire. Je vais exécuter, on voit bien qu'on a l'adresse de PA et la valeur à cette adresse qui est 10. Le truc ici, c'est qu'on voudrait un peu ce même comportement, mais uniquement en passant par PA. Eh bien, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il va falloir qu'on réserve de la mémoire. Et c'est pour ça que je vais aller un petit peu plus loin, je vais remettre cet exemple avec int a. Quand on crée une variable, en fait, ici, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle variable en C, on crée une variable dans un espace qui s'appelle la pile. Alors, je ne vais pas faire une grosse partie technique là-dessus, parce que ce n'est pas forcément le but de ce tuto. Je vous mettrai des liens dans la description, mais ce qu'il faut quand même savoir de façon assez concise, c'est que notre programme, en C, nos programmes vont utiliser un espace mémoire, et cet espace mémoire est partagé grosso modo en deux parties qui sont la pile et le tas. Et à chaque fois qu'on va créer une variable de cette façon ici en C, on va créer une variable dans la pile, c'est-à-dire que la pile contiendra int a égale 10, la pile contiendra int étoile PA égale adresse de A, etc. Et on a également le tas qui est une autre zone de la mémoire que l'on veut utiliser en faisant de l'allocation mémoire dynamique. Et nous, notre but ici, eh bien, ça va être d'allouer, de demander de la mémoire dans le tas pour pouvoir y stocker des valeurs. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué à visualiser comme ça du premier coup, mais c'est juste quelque chose que je vous conseille de garder à l'esprit, voilà, quand on veut utiliser les principes d'allocation de mémoire dynamique. Je le disais donc ici, int a va allouer de la mémoire dans la pile et on a donc de la mémoire, on a une zone mémoire qui contient un entier que l'on va pouvoir appeler ici par son adresse sur laquelle on va pouvoir pointer. Si on n'utilise plus de variable a, eh bien qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque une zone mémoire, il nous manque de la mémoire que l'on va pouvoir utiliser. Pour ça, il existe en C une fonction qui s'appelle malloc, donc qui s'écrit comme ceci, malloc pour memory allocation, et malloc, on va lui donner simplement la taille de mémoire que l'on veut allouer.
Ici, je vais juste vous montrer quelque chose. Si je reste comme ça à ce stade et que je viens compiler le code, donc je ne vais pas l'exécuter mais vraiment juste le compiler, il va me dire attention, la fonction malloc n'est pas reconnue, on a une déclaration implicite. Tout simplement puisque malloc fait partie de la librairie standard en C que l'on va pouvoir inclure dans notre programme comme ceci, include stdlib pour standard library comme ceci, et c'est cette librairie notamment qui va nous permettre d'utiliser malloc. On voit d'ailleurs que si je passe la souris dessus, on voit maintenant le prototype de la fonction. Et le prototype nous dit on renvoie un pointeur sur void, ça veut dire un pointeur sur du vide, ça peut paraître un peu bizarre mais je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Et à l'intérieur on va prendre size-t-size, alors c'est un peu abstrait à première vue mais vous allez voir que c'est rien de bien compliqué. Tout ce qu'on veut ici c'est la taille de la mémoire que l'on veut allouer, c'est-à-dire que l'on veut réserver dans le tas. Du coup, pour ça, eh bien, nous, pour un pointeur sur un entier, idéalement, on voudrait réserver la taille mémoire qui correspond à un entier. C'est ce qui nous paraît logique, puisque quand on avait ce int a égale 10, eh bien, on pointait sur une case de la mémoire qui était un entier, qui était donc de la taille d'un entier. Pour ça, il existe un opérateur. Alors, c'est très important, c'est pas une fonction, c'est vraiment un opérateur, comme plus, moins, etc., qui s'appelle sizeof, comme ceci. Et entre parenthèses, on va mettre la taille de l'élément, de l'entité que l'on veut allouer, c'est-à-dire ici un entier. Donc je vais dire sizeof entre parenthèses int. Du coup, si je viens ici recompiler le programme et que je l'exécute, eh bien vous voyez cette fois-ci qu'il me dit adresse de PA, il me donne une adresse et valeur à l'adresse pointée par PA, 0. Alors la valeur pour l'instant on s'en moque un petit peu puisqu'on n'a pas touché à la valeur, mais par contre vous voyez qu'on a bien une adresse, on a une adresse cette fois-ci que l'on peut utiliser. Et cette adresse, eh bien c'est justement l'adresse renvoyée par malloc. Vous voyez que malloc renvoie un void étoile et void étoile, pointeur sur du vide finalement, eh bien ça veut simplement dire que c'est un pointeur générique, ça veut dire un pointeur qui peut être un pointeur sur un entier, sur un flottant, etc., sur ce que vous voulez, c'est un pointeur générique. Alors je vais pas aller plus loin dans l'explication, mais gardez en tête que voilà, void étoile, eh bien on peut finalement le caster, c'est-à-dire le convertir en int étoile, tout simplement l'assignant de cette façon. Alors comment justement malloc fonctionne, ou plutôt comment l'utiliser correctement? Eh bien on a ici malloc entre parenthèses sizeof_in, donc on veut allouer dans la mémoire la taille d'un entier, et malloc va nous renvoyer un pointeur sur l'espace mémoire qui a été alloué, de façon à ce qu'on ait justement accès à cette mémoire. Ici, on pourrait, c'est pas du tout obligatoire, mais ça se fait assez souvent. Personnellement, je ne le fais pas au quotidien, mais je vais quand même vous montrer. On peut faire une conversion, un cast, ça s'appelle un cast, c'est une conversion simplement, qui est explicite en C, qui consiste à écrire ici par exemple int étoile, comme ceci, entre parenthèses, et ensuite laisser malloc. Ça veut dire qu'on convertit intentionnellement ce void étoile, qui est renvoyé ici par malloc, en int étoile, pour bien montrer qu'on a un pointeur sur un entier. Si je relance le programme, vous allez voir que ça marche exactement de la même façon, ça ne changera rien du tout, c'est vraiment juste une notation que l'on peut utiliser, qui est un peu plus explicite dans la manière de faire. Ici, vous voyez donc qu'adresse de PA, eh bien on a une nouvelle adresse pour PA. Ici, voilà pour le malloc. Maintenant, le problème, c'est que malloc peut également échouer. Et pour ça, je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé, qui est man pour le manuel, et qui s'utilise comme ceci. Alors sur Mac, je pense qu'il est également intégré. Sur Ubuntu ou sur Linux de manière générale, c'est dans la console. Et si vous êtes sur Windows, eh bien, je vous invite simplement à faire un petit tour sur Google et à taper ce que je suis en train d'écrire ici sur Google. Vous trouverez absolument les mêmes informations. On peut faire ici man espace suivi du nom d'une fonction, comme ceci, man malloc. Et en tapant sur entrée, vous voyez qu'on a des informations sur malloc. Alors, je ne veux pas faire dans cette vidéo un tuto sur man et sur comment ça marche exactement, sachez juste que c'est un manuel et qu'on va pouvoir s'en servir, que ça va être très pratique pour voir les définitions des fonctions. Et ce qui nous intéresse ici, c'est si on descend un petit peu, on voit que dans return value ici, on va avoir nul peut être renvoyé par la fonction malloc, alors c'est un petit peu avant. Voilà, s'il y a une erreur, ces fonctions, donc les fonctions d'allocation mémoire, vont renvoyer la valeur nulle. Et ça c'est très important, c'est important de le tester. Alors pour quitter ça, si jamais on appuie juste sur Q, comme ceci. Et pour tester ça, eh bien on va faire juste une vérification, une petite condition comme ceci, où on va dire if PA égale nul, de cette façon, ça veut dire que l'allocation de la mémoire a échoué et donc on ne peut pas utiliser ce pointeur PA puisqu'il va valoir nul. Donc je vais enlever ici ce int étoile, hein, comme dit c'est une possibilité mais personnellement je ne le fais pas puisque le cast se fait automatiquement avec un void étoile qui est renvoyé par malloc. Et ici ce qu'on va faire c'est faire un message d'erreur en disant par exemple printf erreur malloc comme ceci avec un retour à la ligne et on va ici carrément couper le programme, donc on va faire return. Et on peut faire par exemple return 1 puisque return 0 c'est le code qui est renvoyé par le programme si tout s'est bien déroulé. Return 1 ou une autre valeur que 0 ça signifie qu'il y a eu une erreur.
Alors cette façon de gérer l'erreur ici que je vous donne avec printf et return 1 n'est pas du tout propre, je préfère vraiment insister là-dessus, mais c'est simplement pour vous montrer que dans l'idée, on va vérifier si la valeur est nulle et ensuite on va traiter ce problème. Donc ici par exemple, si je viens tout simplement ne pas mettre malloc mais mettre nul comme ceci pour tester le comportement du programme, vous voyez qu'il va me renvoyer ici, hop, erreur malloc, comme ceci. On va rester dans le cas où malloc fonctionne correctement, donc comme ceci, je recompile et j'exécute le programme et ça marche très bien. À présent, vous voyez qu'on peut utiliser ce pointeur PA, et là, si je veux m'amuser à modifier l'adresse, par exemple dire PA égale 10, comme ceci, eh bien je peux tout à fait, ici, dire que PA est égal à 10 et utiliser un entier, finalement, qui est simplement pointé par un pointeur. Je n'ai plus besoin de mon entier, d'avoir un entier directement créé, comme ce int a ici, je peux passer par de l'allocation mémoire dynamique. Et c'est là tout l'intérêt, justement, de malloc et de cette mémoire dynamique. Alors là, ça peut paraître un peu superflu, on va dire, de l'utiliser de cette façon, tout simplement puisque ce serait beaucoup plus rapide de faire ça avec un entier et un pointeur sur cet entier, mais vous allez voir que ça va devenir très intéressant pour l'utilisation de tableaux. Alors là où je veux aussi insister, c'est sur un dernier point par rapport à ça, on va pouvoir faire un free à la fin, c'est très important, ça va nous permettre de libérer l'espace mémoire qu'on a utilisé. Quand on utilise des variables locales, des variables comme ceci avec int, etc., c'est déclaré dans la pile et du coup il n'y a pas besoin de réserver l'espace mémoire explicitement et de le libérer à la fin. Par contre, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on veut utiliser un malloc, à chaque malloc doit correspondre un free. C'est très important parce que ça veut dire que quand on réserve, à partir du moment où on réserve explicitement de la mémoire dans le tas, donc dans la mémoire simplement de notre programme, eh bien si on doit explicitement réserver cet espace mémoire, il va également falloir explicitement libérer cet espace qu'on avait auparavant réservé. Alors ici on en a besoin tout au long du programme et concrètement quand on va terminer un programme, quand on va arriver à la fin, tout l'espace mémoire réservé par ce programme, que ce soit explicitement ou implicitement, sera de toute façon libéré. Mais ça reste quand même une très bonne pratique de faire ça, tout simplement puisque dans beaucoup de cas, on aura besoin d'allouer de la mémoire et de la désallouer un peu plus loin, sans forcément attendre la fin du programme. Donc gardez toujours en tête de faire un free quand vous faites un malloc et quand vous n'avez plus besoin de cette mémoire justement, puisque si on fait beaucoup de malloc et qu'on ne les free pas, qu'on ne les libère pas, ça va nous créer ce qu'on appelle des memory leaks, donc qui sont des fuites de mémoire. Alors une fuite de quelques octets, c'est pas bien grave, mais quand vous avez une fuite sur une fuite sur une fuite, ça crée rapidement des gros problèmes de performance ou de mémoire. Donc voilà pour ce petit point qui est quand même très important, et ici bien évidemment ne faites pas un free tant que vous avez besoin de quelque chose. Par exemple si je viens faire un free ici alors que j'utilise PA un petit peu plus loin, vous allez voir que le programme va pas être bien content et il va toujours me donner, alors il me donne toujours une adresse parce qu'on a toujours cette adresse finalement, mais par contre la valeur qui est à cette adresse, eh bien ça ne correspond pas du tout à 10 puisqu'on a libéré, donc ça peut avoir des comportements un petit peu imprévisibles, donc faites quand même attention à ça et faites bien les free quand vous n'avez vraiment plus besoin de cet espace mémoire. Du coup, voilà pour le fonctionnement de l'allocation mémoire dynamique, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir un cas concret, de voir à quoi ça peut nous servir justement d'utiliser cette mémoire dynamique. Et le meilleur cas, je trouve, pour illustrer ça, et qui reste quand même relativement simple à comprendre, ce sont les tableaux. Alors, je vais mettre ce code ici en commentaire, comme ceci, et on va aller un petit peu plus loin et créer du nouveau code. On va notamment créer un tableau, donc int tab par exemple 5, comme ceci, et on va remplir notre tableau. Donc on va le faire à la main, à l'ancienne, en mettant par exemple tab 0 égale 0, tab 1 égale 10, tab 2 égale 20, tab 3 égale 30 et on va terminer avec tab 4 égale par exemple 44, voilà, pour changer un petit peu. Donc on a ici notre tableau, on va pouvoir afficher le tableau, alors je vais créer un entier simplement i égale 0, faire une boucle, donc ça je reviens vraiment pas dessus, puisque c'est des choses qu'on a largement vues et revues, et je vais tout simplement faire un printf pour afficher le contenu du tableau. Donc tab %d égale %d, et on va afficher ici i et tab de i, comme ceci, avec un i minuscule bien sûr. Donc on affiche ici notre tableau, si je viens recompiler le programme juste pour vérifier que ce soit bon, on a bien toutes nos valeurs, c'est correct. Et maintenant ce qui va nous intéresser c'est où vient la mémoire dynamique là-dedans. Et bien quand on fait un tableau en C, on crée ce qu'on appelle des tableaux à taille fixe. On crée un tableau, on vient spécifier explicitement la taille du tableau ici entre les crochets. On pourrait passer par des macros préprocesseurs ou par des constantes pour simplement donner la taille du tableau, mais dans tous les cas, on spécifie cette valeur ici, cette taille de tableau, de façon constante. On a également des tailles qui sont appelées des tailles variables, par exemple si on passe par une variable n, en admettant que n a été rempli par l'utilisateur avec un scanf, qui soit par exemple 100,
on pourrait passer ici le n entre crochets. On crée ce qu'on appelle un tableau à taille variable ou à longueur variable, et le problème c'est que c'est possible en C99, ça veut dire dans la version C99 du C, mais ça reste quand même une mauvaise pratique pour les tableaux à longueur variable. Du coup, il faut trouver une astuce pour pouvoir quand même créer des sortes de tableaux à longueur variable, mais sans utiliser ce procédé-là. Et pour ça, je vous le donne en mille, on va utiliser l'allocation mémoire dynamique. On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle des tableaux dynamiques et on va créer ça à l'aide d'un pointeur et d'allocation mémoire. Donc je vais ici commenter cette ligne int n égale 100, int tab ici, c'est int tab 5, je vais également le commenter, quoique int n en fait on n'en a pas besoin ici. Et on va créer notre tableau dynamique, notre premier tableau dynamique. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir? On fait, je le rappelle, de l'allocation mémoire dynamique. Donc il va nous falloir forcément un pointeur sur de la mémoire. Pour ça, on va dire int étoile tab, on va l'appeler tab, égale malloc size of int, on veut la taille d'un entier, mais ici, on veut un petit peu plus de mémoire que size of int. En réalité, ce qu'on veut ici, pour un tableau de 5 cases, c'est l'espace mémoire de 5 entiers. Je vous rappelle qu'un tableau, ce sont des cases de la mémoire qui sont contiguës, ça veut dire qu'ils se suivent les unes des autres. Du coup, on va réserver un espace mémoire ici contigu qui va être de la taille non pas d'un entier, mais de 5 fois la taille d'un entier. Pour ça, il me suffit de dire dans malloc 5 fois size of int. Et l'idée, c'est que pour donner la valeur à l'indice 0 du tableau, on pourrait écrire étoile tab comme ceci. Pour l'indice à l'adresse 1, on pourrait dire table plus 1 comme ceci, etc. Et vous vous souvenez, si vous avez vu mes précédents tutos sur les pointeurs, que cette notation est totalement équivalente à la notation qu'on va avoir avec les tableaux. Et c'est justement là que ça devient très intéressant, c'est que si je viens compiler, exécuter mon code comme ceci, ça fonctionne parfaitement. Puisque on peut écrire en fait tab 0 de cette façon à cause de l'équivalence des notations entre les pointeurs et les tableaux, et tab de 1 comme ceci, ce qui va nous permettre d'avoir notre tableau. On vient donc de créer notre premier tableau dynamique, c'est-à-dire en allouant ici de la mémoire dans malloc. Alors j'ai pas vérifié le malloc ici, on va le laisser comme ça simplement pour l'exemple, et bien évidemment ce que j'ai pas fait également c'est le free de tab, pour bien dire qu'on veut libérer l'espace mémoire à la fin. On a donc notre tableau dynamique qui est parfaitement fonctionnel. Donc vous voyez, l'avantage ici, c'est effectivement qu'on a la même notation qu'avec un tableau classique, simplement au lieu d'avoir ce qu'on appelle un tableau à taille fixe, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qu'on a toujours fait avec cette notation-là, on va avoir un tableau dynamique. Alors dynamique est forcément à longueur variable, puisqu'on va pouvoir préciser directement à travers une variable sa longueur, mais taille variable, on le garde vraiment pour les tableaux qu'on crée de cette façon, avec une taille qui vient d'une variable, et ici on parle vraiment de tableau dynamique. Alors ici on peut mettre une variable n, c'est tout à fait faisable, et dire par exemple que n est égal à 100, et de cette façon on va avoir un tableau de 100 cases. Ici je peux faire i inférieur à n de cette façon, et si je viens réexécuter, on voit bien qu'on a toutes les cases de notre tableau qui s'affichent. Donc ici elles sont toutes à 0, on n'a pas précisé de valeur, mais vous voyez en tout cas le principe de cette longueur variable et donc de ce tableau dynamique. Voilà donc pour ce tuto, je sais qu'il était plus long que les autres, mais je voulais vraiment passer d'abord par un exemple un peu plus facile, on va dire, avant d'aller dans l'exemple avec le tableau, qui est quand même tout de suite un petit peu plus complexe, qui rajoute une couche de complexité. Mais voilà en tout cas pour cette histoire d'allocation mémoire dynamique, j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous mets un lien dans la description pour retrouver le code du tuto et les exercices interactifs sur primefx.com, et surtout si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien sur le forum de mon site internet sur primefx.com, tout simplement puisque je sais qu'on commence à arriver dans des choses qui sont un petit peu plus complexes, on commence à monter en niveau dans la série, donc je préfère qu'on ne perde personne, et puis si besoin je pourrais toujours réexpliquer des choses un petit peu plus en détail. Voilà donc pour ce tuto, j'espère encore une fois qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.